D'abord parce qu'il a deux volets. Le premier volet est celui des vœux. Je vous dis merci pour les vœux. Merci pour les cadeaux, parce que vous m'en avez donné, et beaucoup. Mais ce merci-là, en fait, est un merci moins important que celui sur lequel je voudrais insister. Parce que celui-là n'est pas traditionnel, il est rare, il est inédit. C'est le merci que l'on donne après avoir été soutenu quand on est mort et on a été ressuscité. Tous, ou presque, vous avez été autour de moi. Et de plusieurs façons. Les aides, les soutiens étaient multiformes. Et ce caractère multiforme témoigne de la densité et même peut-être aussi de la sincérité de ce bien que vous avez fait. C'est peut-être pour cela que je ne vais pas faire un discours classique. Je vais faire un discours qui tourne autour de l'accident. Et parce que c'était un accident particulier, très peu de personnes savent qu'après cet accident, j'ai passé à peu près 20 minutes couché sur le goudron, déjà mort. Très peu de personnes le savent. J'avais déjà quitté la terre. Et j'avais perdu connaissance. Et quand on perd connaissance, ça veut dire qu'on est parti du physique pour le métaphysique. Et pendant le métaphysique, justement, j'étais à l'entrée du paradis. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Il me disait que son nom c'était Dieu. Et il me dit, qu'est-ce que tu fous ici? Allez, dégage! Rentre en enfer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé encore ici, aujourd'hui. Imaginez s'il m'avait laissé entrer le 21 février 2025, ce serait déroulé sans moi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais été là-bas en haut pour vous regarder jouir de la cérémonie de vœux. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne vais pas rentrer sur les réalisations de l'université. Celles-ci ont déjà été suffisamment notées par le discours de monsieur le secrétaire général de l'université. Et vous savez, quand on a survécu dans un cas comme celui-là, on se demande si on est le même. On ne peut pas être le même quand on a rencontré Dieu et avant qu'on ne l'ait rencontré. Avant de le rencontrer, vous êtes indépendant. Vous avez la liberté. On parle, on peut dire n'importe quoi. Mais dès qu'on l'a rencontré, on n'est plus le même. Et là-bas, il vous fait développer un mode de fonctionnement qui, évidemment, n'est pas traditionnel, n'est pas classique.
il va adouber ce qui était fait de bon et condamner ce qui était fait de mauvais. Et c'est à peu près cela. Et vous allez voir que c'est depuis qu'on a parlé avec lui qu'on est revenu avec plus de détermination pour défendre les intérêts de l'État, de l'administration. Lorsque vous rencontrez des individus qui ont organisé des recrutements frauduleux, que faites-vous? Ils ont organisé des recrutements frauduleux après avoir scanné non seulement le visa du recteur, mais également la signature du ministre d'État. On fait comment? Quand vous avez par exemple des citoyens qui, pour des authentifications, ont créé des faux reçus, des faux quitus. Vous faites comment? Vous comprenez pourquoi Dieu m'a dit retourne en enfer. Et c'est sûr qu'il savait déjà ce que j'allais découvrir après la maladie, après le 4 août. L'université de Douala, aujourd'hui, doit faire face à un certain nombre de difficultés. Elles ne sont plus infrastructurelles, elles sont déontologiques. Parce qu'aujourd'hui, après tout ce qui a été fait, l'université de Douala est, qu'on le veuille ou pas, la plus grande du Cameroun et même de l'Afrique centrale. L'université de Douala a réussi un exploit. Elle est la seule dans toute l'Afrique centrale et même dans une bonne partie de l'Afrique francophone à avoir plus de 62 baratins. Vous imaginez? Le Brésil nous demande pourquoi est-ce que vous ne nous regardez pas? C'est le Brésil qui demande. Le total des pays avec lesquels l'université de Douala est en relation diplomatique, j'ai dit bien ce total est de 62. Dites-moi, qui d'autre fait ça? C'est pour cela que nous devons nous distinguer par une certaine manière de faire. Une manière de faire qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Je vous ai déjà dit, je l'avais fait je crois l'année dernière, quand on est nommé, au lieu de danser, il faut pleurer. Parce que ce qui est mis en avant, ce n'est pas les petits avantages. Ce n'est pas ça. C'est plutôt le travail, parce que la nomination vous place à un poste de travail. Et lorsqu'on analyse à la fois sur le plan juridique et politiste la nomination, on constate que c'est un acte autoritaire par lequel le chef de l'État ou alors l'autorité chargée de la nomination vous extirpe de votre environnement pour vous mettre au service de la nation tout entière.